Sur la première 7h38, comment faire pression sur la Syrie alors que le régime de Damas semble imperméable pour l'instant à toute influence extérieure? Bachar el-Assad a dit accepter dans son principe le plan de Kofi Annan, l'émissaire de l'ONU, mais sur le terrain les violences continuent. Plus d'une vingtaine de morts encore hier. Les dirigeants arabes réunis hier à Bagdad mettent la Syrie au défi d'appliquer ce plan. Quant à la Russie, dont on sait que c'est le seul allié de poids de Damas, elle semble avoir un peu infléchi sa position vis-à-vis de Bachar el-Assad. On voit tout ça avec vous, Alain Delétro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans nos studios de Lausanne. Vous êtes le vice-président pour l'Europe de l'International Crisis Group. Vous connaissez bien le terrain et notamment le terrain russe aussi. Le plan Annan demande, on le sait, l'arrêt des combats, le retrait des armes lourdes et de l'armée syrienne des centres urbains, l'ouverture d'un dialogue, voilà, ni plus ni moins. Même Moscou semble partant. La Syrie, on l'a dit, l'accepte. Est-ce que c'est possible qu'au-delà de l'acceptation de ce plan, la Syrie le mette réellement en pratique? Ben, je ne crois pas. Depuis que la Syrie a annoncé qu'elle accepterait ce plan, on a vu les violences continuer, on a vu le président Assad se rendre à Homs, se rendre dans le fameux quartier de Babam pour faire une espèce de show médiatique et montrer qu'il était populaire dans un quartier où il n'y a plus beaucoup d'habitants du quartier qui soient encore vivants. Donc c'est assez surprenant, ou ça n'est pas du tout surprenant, de voir un régime qui est prêt à faire n'importe quoi pour garder le pouvoir, y compris à mettre son propre pays à feu et à sang, comme nous l'avons vu, dire d'un côté j'accepte un plan qui... Dans l'un des 6 points de M. Kofi Annan, il y a quand même plusieurs points qui sont d'importance. Le premier étant évidemment celui du monitoring du cessez des hostilités par des moniteurs de l'ONU. On n'a pas encore vu un seul moniteur de l'ONU arriver sur le terrain. Évidemment, le 6e point étant l'acceptation du droit d'association et de manifestation pacifique des citoyens syriens. J'attends de voir ce régime, après avoir tiré comme il l'a fait à l'arme lourde sur son propre peuple, passer aux faits et non seulement annoncer qu'il accepte un plan dont visiblement la sortie de crise signifiera, en tout cas pour le président Assad, également une sortie de pouvoir pour lui et sa clique. Si aucun moniteur de l'ONU n'est sur le terrain, c'est parce qu'on les empêche, c'est ça? Oui, pour l'instant, mais même l'accès des humanitaires, qui est également l'un des 6 points du plan Annan, l'accès des humanitaires dans les zones les plus touchées par la répression n'est pas encore acquis. Vous savez que le président du CICR s'est rendu plusieurs fois à Moscou, si je ne me trompe pas, en tout cas 2 fois dans les 2 derniers mois, pour demander cet accès et insister auprès des Russes qu'ils fassent pression sur le gouvernement Assad pour que le CICR puisse avoir accès aux quartiers les plus touchés de la ville d'Homs et à d'autres régions du pays. Les Russes ont dit qu'ils étaient d'accord et qu'ils allaient faire pression. Vous avez entendu M. Tchourkine, le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité, dire en public devant le Conseil de sécurité: nous demandons au gouvernement syrien de donner accès aux humanitaires. Cet accès n'a pas été donné par le gouvernement syrien. Donc on se trouve vraiment dans une fuite en avant d'un gouvernement qui est prêt à tout pour rester au pouvoir. À quoi jouent les Russes, Alain Delétro? On a l'impression qu'ils soufflent un peu le chaud et le froid, ils infléchissent un peu leur position, mais on sait qu'ils ont beaucoup d'intérêts géostratégiques, économiques, militaires. Et puis c'est aussi un bras de fer que la Russie fait avec l'Occident. Elle transforme aussi le conflit syrien en un bras de fer Est-Ouest. À quoi jouent les Russes? Jusqu'où vont-ils soutenir Bachar el-Assad? C'est ça la question. Alors c'est une question excellente que j'avoue avoir posée moi-même dans un entretien que j'ai eu récemment avec le vice-ministre des Affaires étrangères russe. Parce que pour nous, pour le International Crisis Group, pour nos analystes, nous avons le sentiment que la Russie est en train de perdre le peu de crédit qui lui restait dans les pays arabes. Elle l'a déjà perdu lors de l'affaire libyenne, en tout cas après les réactions, après les interventions de l'OTAN en Libye. Et là, la question que je me pose à ce stade, je crois qu'au niveau des diplomates russes, il y avait une véritable volonté d'agir. Vous savez qu'une grande partie des hauts commandants de l'armée syrienne ont fait leurs études dans des académies militaires en Russie. La plupart d'entre eux sont russophones, certains ont épousé des femmes russes, et il serait relativement facile, me semble-t-il, pour la Russie de jouer cette carte et de proposer une sortie de crise qui, évidemment, devrait intégrer dès le début des négociations le départ du président Assad, tout en essayant de conserver la partie ou les parties des systèmes de sécurité du pays. Une partie ne pas perdre la face, c'est ça? Non, c'est plus que ça, c'est conserver les systèmes de sécurité du pays qui n'auraient pas encore trempé dans la répression. Ouais. Parce que la Syrie, si vous regardez la carte ethnique et religieuse de la Syrie, vous vous retrouvez dans une espèce de grand Liban. Une guerre civile dans ce pays-là qui a déjà commencé, a un potentiel d'attirer dans un trou noir
plusieurs de ses voisins, dont le Liban, mais l'Irak. Vous avez entendu les réactions du Premier ministre irakien hier. Alors, c'est intéressant, vous dites, au niveau des diplomates russes, on serait assez partant, donc ça bloque au-dessus, ça bloque au Kremlin. Où se situe le blocage? Alors, j'ai l'impression que le blocage se situe essentiellement dans l'équipe de M. Poutine et peut-être chez Vladimir Poutine lui-même, parce que ce que vous avez signalé tout à l'heure est un point très important. Lorsque vous regardez les informations sur la première chaîne russe, la première chaîne de la télévision russe, vous avez le sentiment que le problème principal de la Syrie, ça n'est pas ce que nous voyons nous tous les jours, donc une population qui veut des réformes politiques, mais vous avez le sentiment qu'il s'agit avant tout d'un problème de services secrets occidentaux qui seraient en train de renverser un allié de la Russie. Alors, j'imagine que c'est un peu de propagande qui est en train d'être passée dans l'opinion publique russe, mais la question que je me pose, c'est y a-t-il une autre analyse au sommet de l'État russe? Y a-t-il une analyse beaucoup plus fine sur ce qui se passe dans ce pays? Et s'il y en a une, je crois que la Russie aurait dû bouger déjà il y a quelques semaines. Est-ce qu'on peut dire que la persistance de M. Bachar el-Assad à la tête de l'État syrien dépend du soutien russe? Non. Je vous dirais qu'à ce stade, j'ai le sentiment que la Russie se trouve un peu empruntée, puisque je crois qu'elle a été sincère lorsqu'elle a exigé du président Assad un accès humanitaire, entre autres pour le CICR, mais pour les autres également. Elle ne l'a pas obtenu. Et si vous faites une analyse des vrais intérêts russes en Syrie, finalement, vous tombez sur quelque chose d'assez mince. Donc les vrais leviers de la Russie envers ce régime sont peut-être plus minces que la Russie elle-même voudrait bien le faire croire. Et peut-être que l'analyse qui se fait aujourd'hui à Moscou, c'est que tant qu'elle joue le rôle ou qu'elle donne l'impression à l'Occident de pouvoir faire pression sur le président Assad, elle conserve un levier diplomatique et politique, tout en sachant que si elle faisait vraiment pression sur ce gouvernement, elle le perdrait vis-à-vis de l'Occident. Et comme la politique russe en ce moment est toujours à analyser en lien avec cette espèce de complexe, ou disons de concurrence avec l'Occident, c'est une possible grille d'analyse. Alain Delétro, si jamais Bachar el-Assad part ou est déboulonné en quelque sorte, quel risque d'irakisation dans le pays? D'abord, quel crédit à l'opposition syrienne? L'irakisation, c'est aussi une des craintes des Russes. Est-ce que ça peut se passer comme ça aussi en Syrie? Mais quelque part, on voit déjà ce pays descendre vers cette route de l'enfer. Vous avez des groupes armés qui sont venus, des groupes salafistes, des groupes liés à Al-Qaïda, qui sont venus directement d'Irak, avec un gouvernement du président Assad relativement souple vis-à-vis de ces groupes-là, parce que ça lui permettait de dire dans sa machine de propagande, regardez, je ne suis pas en train de combattre ma population et des manifestants pacifiques, mais je suis en train de combattre les mêmes groupes que les Américains combattent en Irak. Donc le danger est là, il est réel, il est énorme, et nous avons devant nos yeux en ce moment, je crois, une guerre civile qui est en train de se mettre en place et qui va avoir des conséquences régionales absolument affreuses et déstabilisatrices pour tout le Proche-Orient. Donc la guerre civile est en train de se mettre en place, c'est votre analyse, Alain Delétro. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Armer l'opposition, enfin, ça passe aussi par là? Je ne crois pas. Je crois que des pressions internationales concertées sur le régime syrien donneraient encore une chance au plan Annan d'aboutir à la médiation de M. Annan. Déjà eu pas mal des pressions, non? Mais non, il n'y en a pas eu. Écoutez, j'ai entendu votre bulletin d'information tout à l'heure. Le sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu hier à Bagdad envoie un message de soutien moral au peuple syrien. Le peuple syrien qui, lui, se prend sur la figure les pruneaux de sa propre armée. Passez-moi l'expression. Donc, si vous voulez, d'un point de vue de la communauté internationale, tous les messages qui ont été envoyés à Bagdad sont lus par ce régime comme des messages finalement de soutien. Vous n'avez rien eu de fort, vous n'avez pas eu une seule résolution du Conseil de sécurité solide. Vous avez eu évidemment des déclarations de la présidence du Conseil de sécurité, mais vous savez bien qu'en termes juridiques, c'est beaucoup moins fort. Donc je crois qu'à Bagdad, l'analyse qui est faite, c'est que, écoutez, finalement, on est soutenu. Oui, et ça ne va pas plus loin. Oui. Pardon, j'ai dit à Bagdad, je voulais dire à Damas. Oui, moi j'ai compris Damas. Vous avez dit Bagdad, mais j'ai compris Damas.